Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Salut Ricky. Euh, voilà, petit groupe de jazz de Thierry Breton, sans aucun doute. Sans aucun doute. Salut JC, salut Hervé, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce petit live. Salut Mergoum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tranquillement chez vous, bien au chaud, pour cette semaine de fête que j'ai interrompu votre téléfilm de Noël. Vous inquiétez pas. Ça va bien se terminer, normalement, il y a un miracle à la fin. Et tout est bien, qui finit bien. Salut Monsieur Tatillon. Ravi de vous retrouver. Si vous regardez la rediff de ce live sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, etc. Plein de trucs positifs. On est dans la positive attitude et c'est normal parce que c'est les fêtes, c'est les grands, c'est le moment des téléfilms de Noël, c'est le moment des téléfilms de Noël. Donc on est positif. On est positif, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai été un petit peu, je suis un petit peu en avance. Je suis un petit peu en avance parce que j'avais dit à 13h45 sur les réseaux sociaux et il est 13h40. Ça, c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'espère que personne ne sera en retard pour ce live qui promet bien sûr d'être dantesque, d'être le live de l'année. Le live de l'année. Bref, je raconte des conneries. Donc, on va essayer de parler de l'OM. Je vérifie que tout fonctionne bien. Voilà, je suis bien en direct. Je suis bien en direct. Je rajoute des S à la fin de bien. Et pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, salut Farouille, salut OM à fond du salut OM. Salut. On arrive donc au 23 décembre. Hier, l'Olympique de Marseille n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard, après déjà les avoir largement dominés il y a quelques semaines en championnat avec une victoire 2-0. Cette fois-ci, ça a été 4-0 et franchement, c'était dur à voir. C'était dur à voir pour les Stéphanois parce que vraiment, ils se sont fait surclasser dans tous les compartiments du jeu. D'ailleurs, ça me permet de commencer un petit peu ce live avec ces banderoles. C'est quand même bien qu'ils aient mis ces banderoles pour Olivier Dalloglio, qui est un coach qui, en Ligue 1, a toujours essayé de jouer. Alors, cette saison, en plus, avec Saint-Étienne, pas spécialement. Et il y a ce truc un petit peu spécial quand même dans le milieu du foot. Je le connais pas personnellement, Olivier Dalloglio. Le peu que j'ai pu interagir avec lui, ça me paraissait être une bonne personne. Il m'a donné donc une longue interview. Il était très sympa, quelqu'un qui a cultivé, etc., machin, tout ça. Mais au-delà de ça, tout le monde a toujours dit que c'était une personne très sympathique qui quand même vient à Saint-Étienne la saison passée, leur permet de faire une remontée assez incroyable au classement, qui leur permet de remonter en Ligue 1, qui lors du mercato d'été il doit recruter avec moins d'argent que j'en ai sur mon compte en banque. On lui dit non, il n'y a personne, même les joueurs clés de la saison passée, on lui dit non, mais on va pas lever l'option d'achat là, non, il vous laisse-le en Allemagne, machin. Il a personne, il a limite un effectif moins bon que celui de la saison passée. Il parvient à quand même arracher quelques victoires, mine de rien. Je pense qu'il a dû s'asseoir un peu sur ses principes de jeu pour aller chercher des matchs où il a fermé, etc., où il a marqué sur coup de pied arrêté. Et bah non, il est quand même viré. Donc c'est un peu amer. Je trouve ça pas très classe, mais par contre, voilà, c'était cool de la part des supporters stéphanois de mettre ces petites banderoles. Merci pour la montée. Cette saison, la magie n'a pas pu opérer. Maintenant, aux joueurs de se révolter. Acteur majeur de notre montée en Ligue 1. Merci, coach. Ça mange pas de pain et je trouve que c'est plutôt à propos. Donc voilà,
pourquoi pas commencer ce live là-dessus. Parce que ouais, on va voir comment ça se passe. J'ai pas trop suivi exactement le rachat Saint-Étienne. C'est une longue histoire. C'est un truc qui dure depuis longtemps. Mais j'espère que c'est pas ce genre d'idée où, comme à 3 après, on va chercher notre ami australien, là, je sais plus, Knigsborg ou quelque chose comme ça, là, qui avait plein d'idées à part qu'il ne savait pas les appliquer. Justement, très très bonne transition pour parler d'un coach à l'Olympique de Marseille qui lui a plein d'idées et qui, ma foi, me semble avoir assez de souplesse pour réussir à les adapter malgré le fait qu'ils doivent faire face à certains problèmes, à certains trucs qui n'étaient pas prévus. Donc on parle bien sûr de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui a fait preuve de pas mal d'adaptabilité ces derniers temps. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on va en discuter. Donc d'ailleurs, je vois que vous étiez sur le live de Flotonity. Je vous recommande d'aller à sa chaîne. Florent, c'est l'une des références tactiques en France et vraiment, ça fait pas de mal. Il sait beaucoup mieux que moi de quoi il parle. Donc n'hésitez pas à aller sur Flotonity, sur Twitch, à vous abonner, etc. Il a aussi une chaîne YouTube. C'est l'un des fondateurs de Vue du Banc, de Copa Arena, etc. C'est l'une des personnes qui gagne à être connue, en plus d'autres activités. Il fait aussi du scouting, des choses comme ça. Vraiment, il connaît un petit peu le football. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc j'espère pour Saint-Étienne que leur nouveau coach en effet sera le regen de Tudor, le Tudor norvégien. On verra bien. Franchement, je le connais pas du tout. On verra bien. Je n'ai pas trouvé sa classe, la manière dont avec Dalloglio, c'est un peu on te donne moins qu'en Ligue 2 et on te dit vas-y, il faut que tu nous sauves. Et le mec, il est plus ou moins dans les temps pour lutter contre la relégation. Non, non, mais ça va pas suffire. T'es pas en Europa League là, mec. Bon, un peu dur. Bon, même si, Dalloglio, je l'aime beaucoup, mais on peut aussi dire qu'il a certaines limites, que ses équipes ont tendance à s'effondrer dans la seconde partie de saison, machin. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça ne nous regarde pas. On parlait donc de Roberto De Zerbi. On va essayer de se concentrer un petit peu. Donc Roberto De Zerbi, on avait vu dans un live précédent qui avait certains problèmes qui étaient arrivés dans la saison de l'OM. C'est-à-dire que Roberto De Zerbi, pour moi, c'est assez clair ce qu'il veut mettre en place. C'est une ligne de 3 derrière, un carré trapèze au milieu, donc avec un double pivot et un double pivot plus haut, mais qui élargit un petit peu vers les ailes et un avant-centre qui redescend. Tout ça, on l'a vu. Donc c'est quelque chose qu'il essaye de mettre en place depuis le début, qui a très bien fonctionné lorsqu'il y avait Quentin Merlin. Après, Quentin Merlin se blesse. En plus de ça, on recrute un joueur qui s'appelle... Il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Et en plus de ça, on recrute un joueur qui s'appelle Adrien Rabiot et qui a donc un certain statut et qu'il faut donc intégrer. Et on n'a pas forcément sa position, donc il faut aussi un peu intégrer ce qu'il fait. Adrien Rabiot dans une idée de jeu, etc. Il y a eu des difficultés et puis il y avait des difficultés aussi, peut-être plus d'ordre psychologique. Mais Roberto De Zerbi, ces dernières semaines, il a trouvé des parades. Donc c'est un petit peu de ça dont on va parler. On avait parlé un peu du grand changement à Lens où on était passé avec 2 vrais pistons, entre guillemets, c'est-à-dire que tout le début de saison, j'ai tenté de vous expliquer, en fait, l'OM joue avec Quentin Merlin, qui est un ailier en attaque, un latéral en défense.
Murillo, lui, est un défenseur central, le troisième central limite, on va y revenir un peu plus tard. Et là, en début de saison, il y avait Greenwood donc, qui défendait pas. Contre Lens, on a vu un grand changement qui était qu'il a mis, c'était Garcia et pas Merlin, mais Luis Enrique. Les deux sont redescendus, donc on avait une ligne de 5 lorsque l'OM défendait, une ligne de 5 lorsque l'OM attaquait. En plus de ça, donc Rabiot a été placé derrière l'attaquant avec l'anglais derrière Neil Maupay. Donc on avait ce truc un peu, ce trapèze était reconstitué. Mais il y a encore eu des évolutions et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec donc voilà, on commence avec cette carte des positions moyennes contre Lille. Donc on voit déjà que l'OM a dû jouer bien plus bas. Habituellement, les joueurs, on les retrouve plutôt par là, les joueurs de l'OM jusqu'à ici, quoi. Et là, ils sont beaucoup plus bas. Ce qui est logique, Lille est venu presser l'OM, mais l'OM est resté un peu dans ce qu'il veut faire. Ça a été vraiment difficile et ce match de Lille, il a beaucoup de valeur pour ça parce que c'était pas facile de chercher à continuer ton idée de jeu face à une équipe qui était talentueuse et qui venait te poser des très gros problèmes sur les faiblesses de ton idée de jeu. L'OM a réussi à le faire, est parti de plus bas, l'OM marque un but magnifique. On se souvient aussi, sur le live précédent, je vous disais, j'attends de voir un peu des séquences collectives un peu plus construites. Ce but, c'est l'illustration de ça. Et on voit ce truc-là, et on voit aussi Adrien Rabiot ici, qui est beaucoup plus proche du double pivot. Et c'est le premier truc dont on va parler, c'est le positionnement d'Adrien Rabiot. Donc, on repart un petit peu. Je parle beaucoup, hein, donc je fais faire une fois de temps en temps des pauses. Donc, on repart. Hein. Non, je vous redis. Donc, l'idée, depuis le début de saison, ligne de 3. Voilà, ça c'est contre Reims, c'est au mois d'août au stade Vélodrome. Murillo, défenseur central, il est défenseur central droit. Le double pivot, la ligne de 3, le double pivot, le fameux carré au milieu ici derrière l'attaquant, le carré trapèze, et les Quentin Merlin ici et Greenwood là, et donc l'avant-centre devant. C'est un truc, vraiment, c'est une structure qui est un peu typique de De Zerbi cette année à l'Olympique de Marseille. Après, on n'a plus eu de Quentin Merlin. On a eu Greenwood qui défendait pas. On a eu en plus de ça, plutôt qu'avoir Harit et Luis Enrique, il y avait Rabiot qu'il fallait mettre là-dedans. On n'allait pas demander à Rabiot de faire les mêmes trucs que Kondogbia et Højbjerg, donc il a fallu trouver des solutions. Bon, ça c'est un peu ce qui se passait dernièrement. Donc on a vu que Rabiot, on l'a placé. En fait, Rabiot, si on doit le placer de manière un petit peu homme pour homme, on va dire que Rabiot est devenu ce mec-là. Dans ce système-là, quand tu as le ballon, ligne de 3 derrière, double pivot, et Rabiot, milieu central gaucher, qui devait combiner avec soit Quentin Merlin, soit Ulysse Garcia. Donc ça, c'est la position de base, entre guillemets, quand tu as le ballon. Mais ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de permutations entre ces quatre hommes-là. Entre ces quatre hommes-là qui sont devenus Rongier, Højbjerg, Rabiot et Greenwood. En fait, ils bougent beaucoup désormais. Ils ne sont plus statiques. Enfin, ils n'étaient jamais statiques. Mais je veux dire, ils peuvent changer de zone et ça crée beaucoup d'incertitudes. Là, c'est contre Monaco. Et je pense aussi que c'est en seconde période contre Monaco. Alors, je ne suis pas certain, mais vraiment, en live, ça m'avait vraiment donné cette impression-là. J'étais au stade et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce que lui, il fout là? Pourquoi lui, il est là? Et pourquoi lui, il va faire cette course-là? Vraiment, alors que je me disais, je comprends bien comment l'OM veut jouer, je comprends là où on va. D'un seul coup, j'ai vu des trucs que j'avais pas l'habitude de voir. Et parmi ces trucs, donc on voit ici, c'est Greenwood qui normalement est là, il est venu là.
Donc on voit que ça crée un surnombre logique parce que Rabiot est toujours dans la zone où il est censé être. Il y a Merlin ici. Et puis voilà, le double pivot, les 3 défenseurs derrière. On ne voit pas Balerdi, mais il est là, avec Murillo, Kondogbia, machin. Kondogbia qui fait aussi le genre de joueur dont on parle pas trop, mais il fait une très grosse saison en tant que défenseur central, je trouve. Et voilà, donc déjà, il y a eu dans ce double pivot derrière l'attaquant, dans ce double pivot de milieu offensif centraux, on va dire. Maintenant, il y a du mouvement. Les mecs peuvent aller là ou là. On l'a encore vu hier contre Saint-Etienne. Et en plus de ça, est-ce que c'est bien la prochaine capture d'écran ? Oui, voilà. Ici, ça c'est hier contre Saint-Etienne. Début de match. On voit que Rabiot, là, il est venu s'intercaler dans le double pivot défensif de l'OM. Ce qui explique que par moment, on se disait Rabiot, en fait, il joue milieu de terrain parce qu'il est soit là, soit là. Et là, on voit, c'est Rongier. Donc voilà, Rongier est venu. Donc Greenwood, il est à la place où il est censé être. Luis Enrique à la place où il est censé être. Merlin aussi, machin. Mais là, on crée ce mouvement avec un surplus numérique. Voilà, il y a un joueur supplémentaire dans cette zone-là. Et Rabiot, bien sûr, peut assurer ce rôle dans le double pivot. C'est pas le rôle dans lequel on le voit plus. Normalement, on le voit plus haut dans les matchs, mais ça lui arrive de plus en plus fréquemment d'être dans ce double pivot. Et je pense que chez l'adversaire, ça doit créer pas mal d'incertitudes de se dire, ok, lui, il est censé être là, il va là. Là, on voit, c'est en fin de match, donc après l'entrée de Koné. On voit que, encore une fois, Koné, il est venu dans le double pivot plus bas, alors que Højbjerg et Rowe sont plus hauts. Voilà. Højbjerg, il monte de plus en plus, et des fois, c'est Rongier. Donc, on a une vraie permutation entre ces 4 hommes-là, et on a une permutation dans les rôles, et on a même aussi une permutation, dans les rôles, et aussi dans les positions de temps en temps. Maintenant, on n'hésite plus à venir apporter une supériorité numérique dans certaines zones, et c'est un vrai truc, je trouve, qui arrive à l'OM depuis le match contre Monaco. Le match à Monaco, j'ai l'impression qu'en seconde période, vraiment, devant le match, au Vélodrome, je me disais, mais... Je me disais, est-ce que c'est les joueurs qui prennent le match en main et qui commencent à se dire, ah c'est bon, on en a marre de rester cantonné à un truc qu'on nous demande de faire, etc. J'ai cru à des initiatives individuelles, mais étant donné qu'elles se répètent match après match et qu'elles semblent être coordonnées entre elles, ces initiatives, je ne pense pas que ce n'est que des initiatives individuelles. Je pense que ça répond aussi à des profils, c'est-à-dire que Rabiot, c'est chiant de se dire, ok, Rabiot, tu vas rester là, tu bouges pas. Rabiot, il peut aller là, Rongier, il peut aller là. Donc, ça répond aussi au profil des joueurs. C'est pour dire à Rabiot, oui, tu peux redescendre, défendre. Rongier ou Højbjerg, ils vont monter, ils peuvent le faire. On a aussi la chance à l'OM d'avoir 3 milieux de terrain, Rongier, Højbjerg et Rabiot, qui ont un QI foot assez élevé, donc ça permet de faire ce genre de truc. Mais dans tous les cas, c'est le premier truc là où vraiment je trouvais en début de saison qu'il y avait une certaine rigidité dans cette structure. Une rigidité, mais que je me disais oui, ok, on voit ce qu'il veut faire. Donc là, on voit ce qu'il veut continuer à faire, mais il le fait en ayant mis un petit peu de Rabiot dans son vin, quoi. Voilà, ça c'est de l'expression. En tout cas, il a adapté son système, son idée de jeu à ses joueurs. Et ça, c'est une première chose à mettre dans au bénéfice de Zerbi. Franchement, moi, à un moment, je me suis dit, Rabiot, ça a tout de la mauvaise idée, super joueur, mais pas avec un profil qui n'est pas adapté à un coach qui a une idée assez forte. Mais en réalité, le coach, il a une idée assez forte, mais le coach, il peut adapter son système à ce que ses joueurs ont comme particularité. Franchement,
c'est assez, c'est assez impressionnant à voir, je trouve. Donc voilà, il a réglé le problème défensif avec ces deux pistons. Je n'aime pas trop ce mot parce que bon, ça veut tout dire et rien dire. Et en plus de ça, il a offert voilà, de la mobilité à ces quatre joueurs au milieu. Ces quatre joueurs au milieu qui ont aussi la chance de comprendre un peu le football. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Jonathan Rowe, forcément, moi aussi, Jonathan Rowe, j'aime beaucoup le voir entrer. Il a un truc, il est pétillant, quoi. Jonathan Rowe, tu le vois jouer, tu dis, waouh, il fait des trucs, il est plein de spontanéité, etc. Mais c'est dur de lui trouver une place parce que tu peux pas le mettre à droite ou à gauche parce qu'il va pas défendre autant que Luis Enrique ou Quentin Merlin ou Ulysse Garcia. À moins qu'il puisse le faire, enfin, je ne le connais pas suffisamment bien, mais il ne paraît pas être ce type de profil et il ne paraît pas non plus être le type de profil voilà, qui va redescendre, défendre, etc. T'as déjà Greenwood qui redescend pas trop défendre, etc., qui reste plutôt haut. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, que les deux Anglais sont plutôt en concurrence pour ce poste-là et qu'il y en a un qui marque beaucoup plus que l'autre et qui est peut-être aussi qui a peut-être moins le profil d'ailier typique, quoi. Rowe, c'est vraiment ailier. Donc après, il peut faire évoluer son jeu et on lui souhaite. Et puis surtout, ça peut aussi être, encore une fois, je le répète, mais Rowe, ça peut être un peu ce qu'en NBA, ils appellent the best six man, le meilleur remplaçant de la ligue. Voilà, ça peut être un super remplaçant en fait, Rowe. Dès que tu es un petit peu bloqué dans un match, tu le fais rentrer, il met le feu, mais après les joueurs n'aiment pas forcément être cantonnés à ce rôle de remplaçant. Bon, je vais boire une gorgée de thé si vous le voulez bien et reprendre mon souffle, le mec qui parle sans arrêt. Salut Farid de Musset, salut Mergoum. Je pense qu'on s'est déjà dit bonjour, mais dans tous les cas, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Je ferai un petit peu des. Je retournerai voir de temps en temps sur le chat. Bon. On va ouvrir l'autre dossier un petit peu. Donc le premier dossier dont je voulais parler avec vous, c'était ça. C'était un peu les permutations entre ces quatre joueurs. Et ces permutations qui ont notamment donné, alors est-ce que je vais la retrouver là, c'était contre Monaco. Putain, je ne me souviens plus de son pseudo, honte à moi, mais qui m'avait montré cette position map. On va pas bien la voir. Comment je vais faire? Si je me mets, peut-être voilà. Est-ce qu'on voit un petit peu mieux? Voilà. Bon, on voit un petit peu, on voit mieux, mais pas génial. Qui m'avait montré cette carte des positions et je m'étais dit ah ouais putain c'est surprenant contre Monaco où là on voit sur la carte des positions un vrai milieu à 3. Et ça c'est dû au fait que en effet Rabiot il a alterné sa position. Souvent avec Højbjerg, de temps en temps avec Rongier, et que donc au final ça donne une position moyenne où les trois sont à peu près au même niveau, et ça c'est intéressant, et c'est aussi parce que de temps en temps, c'est pas la première fois qu'on revient vers moi en me disant mais non mais t'as vu ça, et il y a beaucoup de remarques pertinentes. Les remarques qui ne sont pas pertinentes, par contre, et qui viennent souvent, que j'ai souvent entendu dans la presse, c'est sur le cas Murillo. Sur le cas Murillo, je trouve qu'on... Alors, faut faire attention, parce que là, ça fait un moment que je commence à me concentrer sur Murillo, donc il faut faire attention à pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que moi, il faut pas que je vous vende Murillo comme si c'était le nouveau meilleur défenseur du monde, etc. Ça reste un joueur qui, de temps en temps, défend mal. Hier, à un moment sur Cafaro, il se fait enrhumer. On se souvient contre Reims, il n'avait pas super bien défendu, etc. Mais c'est un joueur qui est superbement utile depuis le début de saison. C'est un joueur qui a coûté très peu d'argent à l'Olympique de Marseille, enfin relativement à d'autres, qui a un salaire
raisonnable et qui permet à Roberto De Zerbi de mettre plein de choses en avant et qui par contre est toujours cité parmi les joueurs dont il faut se débarrasser auxquels la direction réfléchirait de laisser un banc de sortie. Et c'est le genre de mec qui sera jamais mis en avant. C'est typiquement un joueur de l'ombre, Murillo. Vraiment, c'est un joueur de l'ombre. C'est un joueur de l'ombre, voilà, je suis conscient que c'est le genre de moment où il faut faire attention à pas survendre le mec à contrari, mais c'est un joueur de l'ombre qui permet à l'OM de jouer comme il le fait. Voilà, donc j'ai commencé par cette superbe slide, vraiment, hein, Jacques-Henri Hérault sort de ce corps. En fait, il y a d'abord eu cette méprise, parce qu'en début de saison, donc là c'était contre OM Reims, je me souviens, on disait « Ouais, mais regarde, quand tu vois Murillo, il apporte rien, quand tu compares avec Quentin Merlin, c'est pas juste. » Mais oui, mais Murillo, en fait, on lui demandait d'être défenseur de couloir, pas latéral. Vraiment, parce que c'est pas tout à fait défenseur central, on le voit, il est pas central, quoi. Il est pas dans l'axe, axe. Bon, c'est un peu joué sur les mots, mais comme il a ce truc un petit peu pas traditionnel, ça a un petit peu égaré tout le monde. Tout le monde s'est dit « Ah bah non, latéral, on attend, tu débordes, tu fais descendre, tu débordes, tu fais descendre. » Ça, on comprend. Et on s'est dit « Ah bah Murillo, il est nul, il sait pas faire. » Alors que l'année dernière, on voyait qu'au contraire, on se disait « Putain, mais il sait pas défendre, il fait que déborder, faire descendre, déborder, faire descendre. » Ou alors, je me souviens aussi de buts qu'il met, etc. Il était très offensif l'année dernière. Il a montré qu'il pouvait être très offensif. Mais là, on lui a demandé d'être ce troisième homme dans cette ligne de 3 là. Dans cette ligne de 3, tu es sur le côté, tu défends cette zone-là et bah, tu montes pas trop. Et surtout que tu avais un ailier, entre guillemets, ou ouais, un ailier, parce qu'à ce moment-là, il jouait ailier, qui ne défendait pas trop. Donc tu ne pouvais pas non plus te projeter en avant. Donc il restait là. Et alors, encore une fois, voilà, ne pas s'enflammer dans l'autre sens, ne pas dire oui, bah, il a fait une saison exceptionnelle, comme je l'ai un peu fait hier sur Twitter. Il fait peut-être pas une saison exceptionnelle, mais il fait une saison entre 5 et 7 à tous les matchs. Il est là. Peut-être des fois il descend à 4 ou 4,5, mais il est là, il est présent. Quand tu le mets sur ce poste-là, il fait ses matchs, il fait les passes latérales quand il doit les faire, il défend, il gagne des duels aériens, il permet à l'équipe de jouer comme elle peut jouer. Et j'ai mis OM Reims et à côté j'ai mis OM Nice pour bien montrer que cette ligne de 3 là, c'est une vraie volonté, et que c'est pas parce que Murillo il s'est pas attaqué, parce que OM Nice, souvenez-vous, Quentin Merlin est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On met Rongier dans la position de Murillo et on dit à Murillo tu vas à gauche et tu vas jouer comme Quentin Merlin. Et Quentin Merlin, on se souvient, je vous avais aussi fait un live là-dessus, il était très très proche de Luis Enrique et les deux combinaient beaucoup pour arriver de l'autre côté à l'autre duo qui était plus finisseur. Donc là, Murillo, si tu lui demandes d'être offensif, il sait être offensif. Bon, après ce match-là, OM Nice, c'était pas génial. Et d'ailleurs, là où ça montre aussi, certes, c'est pas le mec qui révolutionne le poste de défenseur central, mais quand il n'a pas été là, quand on a demandé à Rongier d'occuper cette position-là, vous vous souvenez du match de Rongier contre Nice? Ah, ça a été dur. Ça a été très 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 dur. Franchement, il était vraiment dans la difficulté, Rongier, parce que il faut vraiment se limiter. Tu montes un petit peu pour la relance, mais après on te demande de revenir là. Tu dois compenser aussi le fait que voilà, comme dit JC, il était abandonné par Boisvert. Il fallait aussi, il y avait beaucoup d'espace sur le côté, et donc il fallait aussi que tu défendes. C'est un poste assez difficile qu'il rend assez facile. En fait, il contrôle plutôt bien son couloir. Et quand il n'a pas été là, quand il n'a pas été positionné là, ça n'a pas été génial. Alors voilà, encore une fois, j'insiste, mais la blessure de Quentin Merlin, ça fait qu'il y a eu... où est-ce qu'elles sont? Il y a eu un paquet de matchs où ça a été compliqué, genre
Nice, c'était pas simple. Bon, Lyon, c'est particulier parce qu'il y a un rouge beaucoup trop tôt. Mais Strasbourg, c'est aussi un petit peu. Il me semble qu'il est. Enfin, je sais plus comment il est placé, mais après, il est bougé dans le match. Il y a Hochberg en défense centrale. Angers, voilà, ça marchait pas aussi. En fait, tout ce moment où Quentin Merlin n'a pas été présent et où on n'a pas tout de suite donné les clés du couloir gauche à Ulysse Garcia, qui est aussi un joueur limité, mais qui a fait le taf, ça a été, voilà, l'OM était désorganisé. Donc, en fait, vraiment, Murillo, avec toutes ses limites, si vous voulez, il rend quand même l'équipe fonctionnelle. Il permet de la faire fonctionner et il rend une position un peu difficile, facile, en fait, à voir. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais mettre en avant sur Murillo d'abord. Ça, c'était en début de saison. Encore une fois, le match de Monaco, je pense que c'est... salut Footballophile. D'ailleurs, c'est toi. Attends, est-ce que c'est toi? Non, c'est Footballiter, je sais plus, qui m'a peut-être montré la carte des positions moyennes contre Monaco, je sais plus. Dis-moi si c'est toi, je sais plus parce que je confonds vos pseudos. S'il y avait s'il y avait l'avatar, je reconnaîtrais. Non, c'est pas toi. Mais salut quand même. Salut quand même. Et donc, Murillo. Donc, Murillo, voilà, début de saison, c'est vraiment le troisième défenseur. Là, j'ai pris encore une fois, là on est en fin de match contre Monaco. Contre Monaco, il y a beaucoup de choses qui se placent. Là, on le voit, encore, il est dans cette ligne de 3. Il est là, avec Balerdi qui glisse et Kondogbia qui fait un match énorme contre Monaco. Et il va y avoir une grosse occasion. Mais c'était pour montrer, voilà, Murillo, à la 76e minute, il est encore dans sa position. Le double pivot défensif, les deux mecs double pivot offensif si on peut, si on veut, et les deux latéraux qui sont très, très écartés. Bon, après, là, c'est une position un peu particulière, occasion pour Monaco, machin. 10 minutes plus tard, en fait, on retrouve Murillo dans cet espace-là. Avec une très belle passe de Rongier, d'ailleurs, hein, dont on n'a pas assez parlé. Vraiment, à ce moment-là, moi, au Vélodrome, je me dis... Putain, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Qu'est-ce qu'il fout là, Murillo? Murillo, normalement, c'est pas sa place. Il déborde pas, il doit rester derrière à défendre. Et alors, peut-être que... Je pense parce qu'il en faisait des montées une fois de temps en temps. Mais comme Balerdi, il fait aussi une montée balle au pied une fois de temps en temps. Et ça ressemblait, encore une fois, plus à une initiative individuelle. Donc, je me suis dit, oui, peut-être initiative individuelle, machin. Donc là, on est à la 86e minute. Murillo fait cette passe-là. Mine de rien, je pense que les équipes, si elles se sont préparées avec voilà, la ligne de 4 derrière, tout ce qu'on voit depuis le début, le carré au milieu, machin, d'un seul coup, ils voient un Murillo sauvage est apparu. Ils comprennent pas. Et ça a surpris les Monégasques. Et c'est ce qui a causé le penalty, puisque ce centre est après dévié de la main. Et donc, il est extrêmement important, en fait, là. Mais je pensais que c'était un cas isolé, voilà, initiative individuelle, en fin de match, le Vélodrome qui pousse, l'ambiance, etc. Murillo se projette. Sauf que les matchs suivants, eh ben, ça se répète énormément. Alors là, donc c'est le match d'hier. Et bon, attends, je vais finir mon point précédent. Donc ça se répète énormément. Donc je pense que ça c'est une liberté qu'on lui donne. Je pense que cette liberté, elle lui est donnée aussi grâce à Valentin Rongier qui a été replacé ici plutôt. Voilà, il y a quelque chose, j'ai pas complètement saisi, donc je vais pas faire comme si j'avais saisi, mais il y a un truc avec dans la connexion avec Rongier et Heusberg, quand il peut monter, etc. Ça, c'est situation typique. Voilà, la ligne de 3, le double pivot offensif, les deux ailiers pistons très éloignés, machin. Et donc typique, mais j'ai l'impression voilà, que Rongier, par moment, il va venir occuper un peu cette position-là et que ça permet à Murillo de monter. Et voilà, comme on voit ici, c'est bien Rongier? Oui, c'est bien Rongier. Parce que les numéros ne sont pas les numéros habituels en Coupe de France. Et
Je pense qu'il permet aussi, voilà, encore une fois, avoir des mecs qui peuvent réfléchir le football, ça aide quand même. Et je pense que Rongier, mais je suis pas certain de ça. Donc c'est plus une piste. Regardez les matchs, vous verrez peut-être des choses que je vois pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, voilà, qu'il y a un mécanisme avec Rongier, un truc qui lui permet de monter. Et maintenant, Murillo, il fait 5 à 10 montées comme ça, dans cet espace-là, ce demi-espace-là, entre le central et le latéral. Il est là, il monte, il apporte beaucoup. Et donc, c'est une arme supplémentaire pour l'OM. Et vraiment, moi, je me suis dit, punaise, mais quand même, le gars, donc, il permet à l'OM de jouer avec cette ligne de 3 derrière. Maintenant, il permet à l'OM d'avoir une solution supplémentaire en attaque en, en attaquant cet espace-là, le demi-espace droit, je pense ouais, qu'on peut appeler ça. Enfin, en tout cas, cet espace-là, il l'attaque fréquemment. Vraiment, c'est automatisé. Il est pratiquement tout le temps dans cet espace-là. Là, c'était un peu plus tôt. C'était à la 11e minute, à la 36e minute. Après, j'ai même arrêté de faire des captures d'écran parce qu'en seconde période, quand Saint-Etienne est à... Mais voilà, vous voyez, c'est toujours cet espace-là, l'espace où il va provoquer, on peut faire comme ça, voilà, l'espace où il va provoquer le péno contre Monaco, c'est l'espace qu'il occupe maintenant. Il est en attaque, il se permet de prendre cet espace-là de manière très régulière. Et c'est même pas, donc c'est pas latéral typique, genre il est là, il fait débordement, centre. Non, lui, il rentre entre le central, le latéral, et il donne une solution à Luis Enrique, et il crée du danger, de l'incertitude supplémentaire. Donc, Murillo, moi je me dis, punaise, mais... Alors, franchement, c'est dur de pas trop en faire, mais il mérite un peu de respect. Voilà, c'est un joueur de l'ombre qui mérite du respect. Il permet à deux Zerbi de faire plein de choses. Il permet à deux Zerbi de faire plein de choses et il devient de plus en plus important. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi, j'ai l'impression que c'est assez nouveau. Je pense que c'est dû au repositionnement de Rongier, que c'est dû au fait que l'équipe prenne confiance, que c'est dû aussi hier à cette équipe de Saint-Etienne qui, au bout de... C'est à quelle minute 25e, un truc comme ça, le carton rouge est à 10 contre 11 et puis est en galère totale, donc tu peux te permettre de faire certaines choses. Mais voilà, Murillo... un joueur de l'ombre qu'on a tendance à pas trop apprécier, à pas trop faire attention à lui, mais qui est très utile et qui mérite voilà, qu'on s'attache un petit peu à lui. Hier, il y a quelqu'un aussi sur Twitter qui m'a dit... en fait, il tient un peu le rôle que Mbemba tenait sous Tudor. C'est un peu ça, et c'est là aussi où on voit que Mbemba était beaucoup plus dominant dans cette zone-là. C'était un joueur de qualité supérieure. Voilà, c'est là aussi où on voit que bon, faut faire attention à ne pas s'enflammer. Mbemba, un joueur au salaire aussi beaucoup plus important, au statut aussi beaucoup plus important, etc., etc. Il y a d'autres difficultés qui viennent avec Mbemba, mais voilà, Murillo. J'avais envie un peu de mettre la lumière sur lui parce que il fait son travail. Il fait un travail qui peut même être ingrat aux yeux de certains observateurs, mais il le fait bien et il permet à toute l'équipe de bien jouer. Donc franchement, Murillo, c'est une bonne recrue. En plus de ça, on peut aussi se dire que l'année dernière, il a eu des bons passages aussi dans une saison toute pourrie, dans un rôle complètement différent. Il y a des joueurs, franchement, il y a des joueurs à l'OM qui ont été, comment dire... encensé pour beaucoup moins que ça, je trouve. Donc voilà. Et puis oui, voilà, je voulais aussi montrer Murillo 4e temps de jeu. Donc je pense que ça prend en compte que le championnat, il n'y a peut-être pas la coupe sur WhoScored, mais 4e temps de jeu, donc 4e joueur le plus utilisé de l'effectif. Peut-être que là, on va dézoomer un peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc pour un joueur qui a coûté 2-3 millions,
quatrième temps de jeu. Et puis voilà, c'est moyen, ça va jamais au-dessus de. C'est jamais l'homme du match, même sur WhoScored qui a cet algorithme un peu spécial avec les notes, machin, tout ça. Mais il est là, il est présent, voilà, il est 10e aux notes moyennes parce que c'est un joueur qui est toujours dans la moyenne. C'est peut-être pas la moyenne haute, mais c'est la moyenne et puis surtout c'est la fonctionnalité. Il permet à l'équipe de fonctionner. Il lui permet de dire oui, je vais rester là, je vais pas monter. Oui, coach, vous me demandez de pas monter, je reste là, je surveille cette zone. Oui, vous me demandez maintenant de monter, oui, je le fais, on va faire ça comme ça permet d'avoir un truc. C'est quand même quelqu'un qui est assez précieux, donc voilà. Un petit peu de positivisme sur notre ami Michael Amir Murillo qui fait une bonne saison, je trouve, une très bonne saison. Allez, on va avancer la dernière partie. Donc, sur le bilan général. Donc, comme je disais, je pense que le truc, c'est un projet de jeu. L'idée est la même. Mais l'idée avance. L'idée a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés par rapport aux blessures, par rapport à la blessure de Merlin, par rapport à l'intégration de Rabiot, par rapport aussi peut-être à la blessure d'Harit, qui à un moment était important. Mais non, Harit était important. Donc voilà, sa blessure, elle n'était pas si importante. Pour bien accorder. Mais le projet de jeu avance, il évolue. De Zerbi montre aussi une certaine flexibilité. Il parvient à adapter son projet de jeu au profil qu'il a. Et voilà, donc les difficultés, la blessure de Merlin, l'intégration de Rabiot. J'aurais dû rajouter aussi ici la défense côté droit, c'était pas facile. De temps en temps, il y avait beaucoup d'espace, machin. Mais tout ça, ça a été réglé puisque depuis Lens, voilà, comme on l'a vu, putain, j'ai vraiment fait un PowerPoint, quoi. Depuis Lens, on a eu le passage Luis Enrique, Merlin ou Garcia, parce qu'à Lens, c'était Lens et Monaco, c'est Garcia, qui sont des pistons, donc des vrais pistons off-def, en tout cas qui attaquent comme des ailiers, défendent comme des latéraux, donc ça a permis d'avoir plus de sécurité en défense. Rabiot, on lui a trouvé cette place milieu offensif central gauche et on le laisse dédoubler. D'ailleurs, il devait sans doute y avoir un accent ici. Et en plus de ça, on ajoute donc entre le mouvement du carré, le carré qui était un truc que De Zerbi veut mettre en place depuis le début, et ben, tu le mets en place avec des joueurs, mais les joueurs, vu qu'ils sont un peu différents de ceux que tu avais en tout début de saison, tu leur permets de changer de position, etc. Ça fonctionne, et comme ça fonctionne et que tu commences à maîtriser ton truc, même ton latéral... ton défenseur latéral défensif, il peut se permettre de monter maintenant dans cet espace, demi-espace, et encore plus créer d'incertitudes. Donc depuis Lens, voilà, il a résolu pas mal de trucs, et je pense que c'est vraiment quand même à mettre au crédit de De Zerbi, même si aussi les joueurs méritent qu'on leur dise bravo, parce que c'est pas possible si Højbjerg, Rongier, tout ça, ils n'arrivent pas à se caler entre eux. Donc voilà, idée qui ne change pas, mais adaptation aux circonstances. Et enfin, puisqu'on fait un petit bilan, qualification en Coupe de France sans appel, il n'y a pas de... C'était clair, net et précis. Et deuxième en championnat, 15 matchs joués, 30 points, donc le titre c'est peut-être un petit peu loin, mais excellente différence de but, ça peut compter aussi, et voilà, quand même une première partie de saison qui est plutôt réussie. Alors on n'est pas encore à mi-saison puisqu'il y aura 34 matchs, donc ça fait, il manque 2 matchs, voilà, pour arriver, c'est... les matchs à la reprise, il y a Le Havre et Rennes. Rennes, ça va être marrant parce que ça va être le retour de Sampaoli, les retrouvailles avec Sampaoli. Voilà, mais c'est 3 défaites, 3 nuls, 9 victoires. C'est vraiment plutôt encourageant d'un point de vue tactique, et vraiment, voilà, c'est une première partie de saison réussie, et là où je trouve que les supporters de l'OM peuvent être optimistes,
c'est qu'en plus de ça, le De Zerbi s'adapte, a montré qu'il pouvait faire preuve d'adaptabilité. Il a montré qu'il pouvait, sans perdre son idée de jeu, avancer. Il continue à avancer, De Zerbi, et il s'adapte à ses joueurs. Et souvent, quand on a des coachs qui ont peut-être des idées un peu trop fortes, etc., ils arrivent face à des murs, ils n'arrivent pas à les surpasser. Là, euh, j'ai l'impression que ça avance. Il y a aussi ce truc, il y a des fois des coachs démarrent en fanfare. Vous êtes interdit de dire que c'est Bielsa. Je sais qu'on pense tous à Bielsa. Mais tu peux démarrer en fanfare et puis voilà, après te heurter à un mur et ne plus savoir comment relancer la machine. Là, j'ai pas l'impression qu'on est parti sur une explosion et où après le soufflet redescend un petit peu. Là, on est sur une construction, ça avance. On voit ce qu'on veut faire et on est sur une construction et ça va dans le bon sens. Donc c'est plutôt, je trouve de manière, enfin, je trouve qu'il y a de quoi être optimiste pour l'OM en cette seconde partie de saison. En plus de ça, voilà, un match par semaine par rapport aux autres. Ouais, voilà, ça va un peu crescendo. Ou en tout cas, ça avance. Voilà, ça avance. C'est pas un truc genre ça a été trop puissant. On s'est dit ah putain impossible à arrêter. Non, c'était pas mal. Il y a eu des problèmes. Après, tu te réadaptes. Il y a encore des difficultés, mais ça parvient à avancer. Donc, tu as l'impression, et toujours avec un fil rouge au niveau du jeu, tu vois ce qui veut être fait. Enfin, le fil rouge et ça avance. C'est ce que je retiens de cette première partie de saison. Fil rouge, ça avance et on est capable de s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Donc voilà, il y a de quoi être optimiste. Et puis quand je dis que ça avance, c'est aussi par rapport à certaines séquences. Je parlais du but à Lille, le but de Rabiot aussi contre Saint-Etienne, il est pas mal du tout, je trouve. Il y a une vraie construction. Il y a peut-être les coups de pied arrêtés. Alors hier, l'OM marque sur coup de pied arrêté. Je pense aussi que Saint-Etienne, et pour beaucoup, vraiment Saint-Etienne, c'était difficile. Mais il y a vraiment une marge de progression assez évidente sur coup de pied arrêté. Mais voilà, ça va mieux. On retrouve aussi un Balerdi qui retrouve un niveau vraiment très intéressant. Kondogbia, il fait des matchs et si vous êtes fidèle de cette chaîne Twitch ou de cette chaîne YouTube, vous savez que Kondogbia, voilà, j'étais son premier critique, vraiment. Son premier critique, je le trouvais vraiment mais désastreux la saison passée. Il m'énervait beaucoup dans son jeu, hein, pas dans autre chose, mais dans sa manière de jouer, il m'énervait beaucoup. Là, j'ai vu que Youss, il n'y a pas longtemps, il mettait en avant son match face à Monaco, etc. Je suis complètement d'accord. Il fait des matchs de patron, vraiment. Il a vraiment, je me dis, bah ouais, en fait, là, c'est parfait. Défense à 3, Kondogbia, tu bouges plus et bah, il est bon dans les duels, il est bon dans la relance, il est bon dans le placement comme ça derrière. Sa relative lenteur par moment avec le ballon, eh ben, elle n'est pas si pénalisante derrière. Donc excellent repositionnement de Kondogbia, surtout avec Højbjerg, Rongier, Rabiot, sans oublier Koné, qui à un moment il va falloir le replacer aussi. Donc tous ces mecs-là qui sont devant lui au milieu de terrain, qui peuvent t'apporter plus de flexibilité, parce que imaginez si on remet Kondogbia dans le double pivot devant, Kondogbia, il y a un côté un petit peu inflexible. Donc vu que maintenant tu joues avec beaucoup plus de flexibilité dans ton positionnement, bon, Kondogbia, c'est parfait derrière. Et voilà, d'ailleurs, j'ai dit beaucoup de bien de Murillo, mais alors la défense de l'OM n'a pas forcément brillé par sa solidité en cette première partie de saison, ça va beaucoup mieux. Mais est-ce que Murillo n'est pas le défenseur le plus régulier sur cette saison? Encore une fois, une régularité moyennasse, mais Balerdi a quand même connu des gros trous, des blessures, des cartons rouges.
Cornelius, bon, il joue pas beaucoup. Peut-être que Cornelius pourrait être ça. Kondogbia, il est arrivé un petit peu sur le tard, entre guillemets, voilà, enfin, il a pas démarré central gauche. Donc en fait Murillo aussi c'est une certaine régularité, même si j'entends ceux qui disent oui bah si tu veux viser plus haut il faut être un petit peu mieux. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal et il y a de quoi être optimiste. Donc on va peut-être s'arrêter là sur ce live.